Commence avec vous. On n'aime pas parler, mais il faut le faire quand même. Ça coûte combien la mort? On sait qu'habituellement, le taux de mortalité est plus grand dans les 3 premiers mois de l'année, là, janvier, février, mars. Mais cet été, j'avoue qu'on a été confrontés énormément à des idoles qui sont parties. Foglia, Fiori, Ozzy Osbourne, Hulk Hogan. Tout le monde est en deuil à chaque fois qu'il se passe ce genre de tragédie, mais ça nous fait rappeler notre propre mort et qu'à un moment donné, il y a une fin. Même ceux qu'on a idolâtrés, ceux qu'on a donc aimés disparaissent. Puis c'est comme si ça nous fait réaliser qu'on n'est pas immortel. Alors, il faut s'y préparer. Ça coûte combien la mort, l'industrie de la mort? Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine, est avec nous. C'est une grosse question ce matin. Ça coûte combien? Ah, ben la mort peut coûter cher, hein, tout dépendant de la simplicité ou la complexité des finances de cette personne-là. Hein, parce que comment ça peut coûter la mort, évidemment, là, quand on dit la mort, on pense tout aux frais funéraires. Tu sais, là, ça coûte X milliers de dollars. Habituellement, une quinzaine de mille de dollars, c'est ce que ça peut coûter. Mais parfois, j'ai déjà vu des funérailles à 150 000 dollars, là, tu sais, tout dépendant. Mais je dirais en moyenne, on est à peu près à une quinzaine de milliers de Ben, dollars quand pour se faire incinérer et tout ça. Et c'est quand je regarde les chiffres, par exemple, la Corporation des thanatologues du Québec, sur leur site, ça dit le coût moyen des frais funéraires s'élève à 5 700 $. Puis plus loin, dans un article qui est sorti il y a 2 ans, ça dit que les frais en moyenne peuvent atteindre désormais 7 500 $. Il y en a qui vont même jusqu'à 7 800 $. Ça n'a pas de bon sens. Ben, en fait, c'est tout dépendant de ce que vous voulez. J'ai vu des frais funéraires qui coûtent rien dans le sens que, tu sais, je pourrais donner mon corps à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est pas très cher, là, tu sais. En fait, ça coûterait rien. Mais après ça, ben, c'est évidemment, si je veux me faire incinérer, il y a des frais. Mais quand les frais se mettent à augmenter, là, c'est tout ce qui est l'événement autour des funérailles. Tu sais, en fait, tout le volet repas, tout ça. C'est là qu'on peut atteindre des montants. Puis nous, quand on fait des plans à long terme, on prévoit une quinzaine de milliers de dollars parce que, ben, aujourd'hui, on peut en parler, ça coûte 8 000, mais si moi et toi, on meurt dans 50 ans, ben évidemment, on indexe ce montant-là, puis c'est là qu'on va être dans des montants qu'on peut coûter de 15 000 à 20 000 dollars. Et bon, on parle de cérémonies qui coûtent cher. C'est quoi les autres, peut-être, frais cachés ou pièges qu'on connaît pas, qu'on arrive, puis whoop, on a des surprises, puis finalement, ça coûte le fameux montant là, de 7 800? Ah, des fois, c'est plus cher que ça. Tu sais, on peut penser, par exemple, à l'impôt au décès. Tu sais, supposons, Isabelle, tu as un REER, disons, tu as un montant dans ton REER de peu importe 100 000 tu décèdes, pas de conjoint, cet argent-là s'en va aux enfants, par exemple, ben, ça vient avec une facture fiscale de entre 20 et 40 000 parce que l'année de ton décès, les REER, c'est comme s'ils étaient sortis d'un coup. Donc, c'est toutes des Ah! dépenses successorales. C'est un chalet, par exemple. Un chalet, c'est pas ta résidence principale. À ton décès, il y a un gain en capital automatique, même si tu donnes le chalet à tes enfants. Donc, je vais donner un exemple. Tu as acheté un chalet avant la COVID. Tu as payé ça 300 000. Aujourd'hui, ça en vaut peut-être 800. Ben, ça vient avec un gain en capital de 500 000. Grosso modo, ça va donner 125 000 d'impôts. Il n'est pas vendu, le chalet, là. Les enfants reçoivent un avis de cotisation de 125 000. On a le chalet, mais on n'a pas, des fois, on n'a pas de cash pour payer cette facture d'impôt-là. Donc là, vient soit qu'on emprunte, soit qu'on vend le chalet. Donc, c'est tout ça, là, en fait, qu'un planificateur financier va regarder lorsqu'on parle de préparation de la mort. Puis les gens aiment pas ça, parler de ça, parce que bah, c'est comme, on a parlé la semaine passée de faire un testament, c'est plate. Ben, c'est la même affaire, préparer la mort, tu sais, c'est des affaires négatives. Mais la réalité, c'est que si on le fait pas, ben, ça se peut que ça nous coûte encore plus cher parce qu'on n'aura pas prévu tout ça. Ben, parce que je me dis, il y a des gens qui ont des assurances-vie, mais je me dis qu'avec les montants dont on ne pense pas, justement, l'actif, l'immobilier, bon, la cérémonie, tout ça, les sandwichs, pas de croûte, ça, tu sais, il y a beaucoup d'étapes, là, que ce soit l'urne, le cercueil, on loue, bref. Je me dis même des fois avec les assurances-vie, ça ne comble pas les frais de la mort, entre guillemets, d'une personne. Ouais, ben c'est important de justement d'évaluer le besoin en assurance vie parce que des fois, on prend un montant en se disant, ah, je vais prendre 50 000, ça va payer mes affaires, mais des fois, ça va plus loin que ça. Tu sais, l'assurance vie, ça peut être bon pour, ben, évidemment, payer les dettes, mais aussi le maintien de niveau de vie. Je vais donner un exemple. Là. Je suis avec ma conjointe, on a un revenu, on a des enfants. Si par exemple, elle, c'est elle qui a le plus gros revenu, puis elle décède demain, mais moi, financièrement, je deviens dans le trouble. Là. Je perds le plus gros revenu de la famille. Donc, dans mon besoin d'assurance vie, le maintien du niveau de vie pendant, exemple, 10 ans, 15 ans, c'est important à prendre en considération. Puis c'est pas rare là, au Québec pour des familles moyennes, là, pas pour des familles ultra fortunées. Le besoin en assurance vie,
va peut-être toucher entre 500 000 puis 1 million de dollars là, pour couvrir les dettes, le maintien du niveau de vie, Le les études besoin, des enfants. Ouais, le hey, besoin peut toucher un c'est, million de mais dollars. Tu sais. c'est gros, on pense pas à ça. Non, mais tu sais, je vais donner un exemple. Mettons que ma conjointe fait 100 000 enlève les impôts, il reste à peu près, mettons, 70 000, 65 000 Si elle décède, c'est 65 000 net qui nous servait à financer les études, le ski, peu importe, ça servait à ça. Là, ce revenu-là, il disparaît. Puis là, moi, j'ai encore des enfants qui sont mineurs, disons, pour une dizaine d'années. Fait que là, déjà, le revenu-là, je veux le combler. Fait que, tu sais, déjà, fais le calcul, 60 000 fois 10, on est à 600 000 là. Donc, le besoin il augmente assez rapidement. Hmm. Il y a quelqu'un au 187 Cube Radio qui nous dit question pour la compagnie funèbre. Est-ce qu'on est obligé de se faire embaumer? C'est Sylvain qui pose cette question-là. Est-ce que tu connais la réponse? Absolument pas. Mais en réalité, souvent ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut juste se Hey, faire là, embaumer je ou pas. m'excuse, On voit des gens Jean-Sébastien Jutras, ça qui coupe se font énormément, incinérer. tellement que ton exemple de 100 000, je ne l'ai pas vraiment entendu en toute honnêteté. Je ne sais pas si on peut l'appeler par téléphone parce que le lien à distance, là, le son est dégueulasse. Mettons qu'on est honnête, là, cette technologie-là, des fois, on doute un peu. Bref, on va attendre l'appel téléphonique, mais vous pouvez poser vos questions. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ça coûte combien la mort? J'avoue que quand on pense au montant qu'offre la Régie des rentes, la Régie des rentes offre à peu près 2500 $ pour une personne décédée. Mais la presse avait fait l'exercice. 2500 $ quand on enlève les impôts au provincial, au fédéral, la TPS, la TPQ et la TVQ, il reste 1400 $ Quand on apprend qu'en moyenne, ça peut coûter 7500 $ pour tout ce qui est, bon, la cérémonie, mettre en terre, tout ça. Si on ajoute en plus ce dont on vient de parler avec Jean-Sébastien Jutras sur les immobiliers, quand on pense que tout est beau, c'est quelque chose. Alors, Jean-Sébastien est de retour. Jean-Sébastien, on repart du bout où ça a coupé. Vous dites, vous parlez de 100 000 $. Cet exemple-là, dans le fond, on l'a vraiment pas compris. J'en reprends, disons que ma conjointe, Isabelle, a fait 100 000 qu'on enlève les impôts, il va rester à peu près, disons, 65 000 Mettons que j'ai des enfants qui ont 10 ans. Mettons qu'il reste une dizaine d'années avant qu'ils atteignent une certaine maturité. Ben, moi, dans l'évaluation de besoin d'assurance, en cas de décès de ma conjointe, ben, ça prend 65 000 fois 10 ans. Fait que c'est pas trop long qu'on peut arriver à 750 000 ou 1 million de dollars de besoin d'assurance. Il faut évaluer tout ça. Il ne faut pas évaluer juste aujourd'hui. Il faut évaluer sur une période de 10 ans combien ça coûte perdre son conjoint, évidemment, au-delà de la tristesse, là, mais plus du volet financier. Fait que c'est pas trop long que on peut arriver à des besoins d'assurance vie temporaires, évidemment, pas des besoins d'assurance vie permanents, de 700 000 à 1 million de dollars. Moi, ce que je trouve incroyable aussi, c'est quand on apprend qu'en 26 ans, ce qu'offre la Régie des rentes du Québec, ça n'a pas été à indexer. Là. Donc, on donnait, il y a 26 ans, 2500 $ par personne décédée, ce qui donne à peu près 1400 quand on enlève tout. Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça devrait être revu ou on n'a juste pas l'argent au Québec pour augmenter ce montant-là? Ben, c'est sûr que ça devrait être revu, tu sais, quand on voit que ça n'a pas bougé depuis longtemps. Par contre, la Régie des rentes du Québec, ben, je pense que la décision qu'ils ont prise, c'est de ne pas être un assureur en assurance vie. C'est la Régie des rentes du Québec va gérer tout le volet de la rente de retraite, là, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais là, rajouter le volet de l'assurance vie, je pense que ce que Retraite Québec veut faire, c'est plus déléguer la responsabilité aux gens de prendre leur propre couverture d'assurance vie, ce qui est correct, parce que s'ils l'augmentaient, on le paierait indirectement, Isabelle, via nos cotisations de Régie des rentes du Québec. Mais l'affaire, c'est plus de peut-être éduquer les gens correctement pour dire, OK, ben, il faut que vous cherchez une assurance vie pour ça, mais les gens ne le font pas, ou quand ils le font, c'est quand ils viennent atteindre un âge comme de 50 ans qu'ils se mettent à réfléchir à ça. Mais là, l'assurance vie coûte beaucoup plus cher rendu à ces âges-là. Il y a quelqu'un qui dit sur la messagerie texte en terminant, c'est un racket, la mort. Ça, c'est la perception. Vous pensez quoi de ça? J'ai pas compris, Isabelle. La personne sur la messagerie dit c'est un racket, la mort. Je comprends pas l'expression. Ben, tu sais, ça veut dire que c'est comme une industrie, ouais, c'est ça, l'arnaque, là. Tu sais, ça veut dire que ça nous accroche, puis dans le fond, les prix sont pas honnêtes, là. Tu sais, que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ben, je peux comprendre un peu l'idée, là, en réalité, mais pour avoir déjà travaillé avec des compagnies funéraires, évidemment, il y a beaucoup de frais autour de ça. Donc, évidemment, c'est des compagnies un peu comme n'importe quelle compagnie. Il y a des marges de profit là-dedans. Bon, oui, c'est sûr qu'il y a le volet tristesse là-dedans, puis tout ça, puis parfois, on peut
peut sentir avoir été abusé, mais normalement, je trouve pas que c'est un marché qui est escroc là, versus peut-être d'autres marchés ailleurs au Québec ou dans le monde. C'est un marché comme les autres. C'est juste que bon, parfois, ça devient. On pense qu'on profite de la mort, mais la réalité, c'est que ces compagnies-là embauchent des gens aussi, donc évidemment, ils vont avoir des profits. Puis ils font rouler une certaine économie en soi. Là. Bon, il faut conclure malheureusement, mais est-ce que les gens adhèrent à ça? Est-ce que les gens sont ouverts dans ceux que vous rencontrez, Jean-Sébastien Jutra, pour magasiner justement, et faire les choix pour notre mort, là, puis trouver une stratégie financière? Là? Est-ce que les gens adhèrent à ça ou on balaie ça du revers de la main en 2025? Pas qu'on balaie, mais c'est rare que les gens cognent dans le bureau pour ça. Les gens fortunés vont le faire pour calculer l'impôt au décès puis essayer de la minimiser. Mais monsieur, madame, tout le monde feront pas ça. C'est les conseillers en soi dans les banques, dans les institutions financières qui vont essayer de sensibiliser les gens à se préparer parce qu'on voit beaucoup de successions qui se passent mal parce que justement, ça a mal été préparé. Puis il faudrait commencer jeune, non? Tu sais, il me semble, même à mon âge, je devrais y penser. Je pense que dès le départ, on devrait commencer du moins à y penser. Là, quand on rajoute des obligations comme des enfants, des dettes, c'est encore plus important d'y penser. Donc, je retiens quand même que les planificateurs peuvent nous aider à nous éduquer là-dessus. J'aime ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine que vous entendez tous les jeudis. Je te souhaite une belle fin de semaine. Bien vivante. Merci Isabelle. D'ailleurs, parlant de vivant, d'un sommeil à un autre, on va le dire ainsi, est-ce que vous avez de la difficulté à dormir? Est-ce que c'est dur pour vous autres? Il semblerait qu'il y ait quand même presque une personne sur deux qui a de la difficulté à dormir. On entend toutes sortes de médications qui sont prises sans ordonnance. Beaucoup font de l'anxiété. Bref, est-ce que vous êtes capable de dormir sur vos deux oreilles? 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2347.